Bon, voilà, il est 15. Je pense qu'on va commencer la table ronde pour pouvoir vraiment avoir tout le temps nécessaire pour pouvoir échanger avec nos invités. Alors, tout d'abord, bonjour à tous et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième rendez-vous du mois de l'IA égalitaire organisé par le Laboratoire de l'égalité. Donc, je suis Hélène Dex-Van-Ruys et je copilote avec Muriel Garnier le groupe de travail sur l'IA et les femmes. Alors, comme vous le savez, le Laboratoire de l'égalité fête ses 10 ans d'existence. Alors, qu'est-ce que le Laboratoire de l'égalité très rapidement? C'est une association qui a pour but de promouvoir l'égalité professionnelle, la défense du droit des femmes et qui compte plus de 1500 membres, hommes et femmes confondus. Le laboratoire de l'égalité est avant tout une force de rassemblement et d'interpellation des personnalités publiques et privées, et il sensibilise l'opinion publique, mais aussi le gouvernement, en émettant des propositions, des solutions sur des sujets très actuels. Donc, les deux missions principales du laboratoire de l'égalité, c'est la sensibilisation et l'éducation. Alors, je vous propose 3 dates à retenir, entre guillemets. Il faut savoir que dès 2017, le laboratoire de l'égalité s'est emparé du sujet sur l'IA et a agi comme un lanceur d'alerte en évoquant la discrimination des algorithmes sexistes et les biais. En 2019, il y a eu la sortie du livre que je vous montre à l'écran qui s'appelle Intelligence artificielle pas sans elle, de Aude Bernheim et Flora Vincent, qui a été préfacé par Cédric Villani, donc mathématicien et chercheur qui a insisté sur la sous-représentation des femmes dans l'IA. Donc, ce livre a été évidemment conçu sous l'égide du laboratoire de l'égalité. Et enfin, en 2020, l'année dernière, nous avons lancé notre pacte pour une IA plus égalitaire entre les femmes et les hommes, en complémentarité avec des associations comme le Cercle Interrel, la Fondation Arborus, Femmes Ingénieurs et d'autres encore. Et il faut savoir que ce pacte a 4 missions principales. Premièrement, réduire, éviter de reproduire les inégalités femmes-hommes dans l'IA. On essaie de baisser les inégalités. Au contraire, on fait de l'IA un moteur d'égalité entre les femmes et les hommes. Et troisième point, on essaye d'accélérer la mixité dans les équipes IA. Et enfin, globalement, on mobilise tous les acteurs de l'IA. Donc, pour célébrer les 10 ans du laboratoire de l'égalité, nous avons mis en place des rendez-vous hebdomadaires sur l'IA tous les mardis midi, en proposant des tables rondes avec les différentes parties prenantes, que ce soit les associations, les entreprises, les organismes de formation, les médias, les chercheurs. Et nous vous remercions parce que vous avez été extrêmement nombreux à nous suivre la semaine dernière pour le deuxième rendez-vous avec les entreprises et la semaine d'avant pour le lancement avec les associations. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'aborder l'IA sous l'angle de vue de la formation et de l'éducation. Et nous sommes donc enchantés d'accueillir nos 3 invités prestigieux, donc Sophie Vigée, Frédéric Bardot et Nisha Alavudine. Alors, avant de vous présenter en détail nos intervenants, on voulait vous signaler, en fait, on vous encourage à poser vos questions à travers le chat. Et parce qu'il y aura une session à la fin, si on a encore le temps, les sujets vont être absolument passionnants. Si on ne déborde pas, on vous encourage à poser les questions à travers le chat parce qu'on aura 5 à 10 minutes de session de questions-réponses à la fin de l'intervention de nos intervenants. Donc, je vais vous présenter, même si on ne la présente plus, je vais donc vous présenter Sophie Vigée. Alors, Sophie, vous êtes directrice générale de l'école 42. Vous êtes également passionnée de culture geek depuis votre plus tendre enfance. Vous êtes parmi les premières joueuses de jeux de rôle en France en 81 et vous voyagez et vous voyez la même année, à 7 ans, vous vous voyez offrir à 7 ans une ZX81. Alors, je pense que là, vous reviendrez sur la ZX81 peut-être. Vous apprenez ensuite à l'école dès 10 ans le langage des programmations basiques et vous prenez de passion pour toutes sortes de jeux, vidéos, plateaux, réflexions, etc., pour les univers de science-fiction et de l'heroic fantasy.
Vous êtes également très engagé dans les sujets sociétaux. Vous êtes membre de nombreuses ONG. Grande partisane de la pédagogie par projet, vous avez été développeuse indépendante, professeure de programmation informatique, directrice de la Web Academy du Samsung Campus et de la Coding Academy by Epitech. Sophie, vous êtes aussi à l'origine de la première formation au développement informatique Ambition féminine en 2016, constituée de 80% de femmes. Vous êtes également administratrice de Jamais sans elle. Il vous est apparu comme une évidence de rejoindre l'école 42 en 2018 et de mettre en avant non seulement les compétences techniques des étudiantes, des étudiants de 42, mais aussi des qualités recherchées aujourd'hui comme l'éthique, le sens critique, la créativité ou encore l'empathie. Donc Sophie, on le voit, vous avez un sacré parcours. Donc merci d'être parmi nous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je vais donc poursuivre avec Nisha Alaoudine. Donc Nisha, vous êtes consultante Data IA dans une ECN. Donc, vous avez débuté vos études en biologie, puis terminé par une licence en sciences de l'éducation. Vous avez toujours eu un attrait pour l'informatique et du coup, vous avez rejoint la première promo issue du partenariat du centre de formation Simplon et Microsoft, l'école IA Microsoft. Vous avez été professeur des écoles d'une courte période, donc l'éducation est un sujet qui vous tient à cœur, tout comme l'égalité des chances. Vous êtes convaincu que les conditions dans lesquelles se trouvent les élèves ne permettent pas cette égalité des chances. Pour vous, avec un enseignant individualisé grâce à l'IA, individualisé grâce à l'IA, qui viendrait en aide aux professeurs, on parviendrait à réduire les inégalités scolaires sans enclencher l'effet inverse. Alors, je vous propose ici de nous expliquer ça un peu plus en détail tout à l'heure. Vous avez à votre palmarès plusieurs passages télé sur BFM et France 3 et vous avez écrit un article dans Le Monde. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agissait dans votre article, Nisha? Alors, bonjour Hélène, donc merci pour l'invitation. C'était principalement un article qui parlait justement de comment est-ce que j'ai commencé mes études et comment j'ai fini dans l'informatique, tout mon parcours scolaire, puis l'entrée dans le monde professionnel. Et puis justement, on a parlé de Simplon, le partenariat avec l'école IA Microsoft qui a permis justement ce passage et l'entrée dans le monde de l'informatique pour moi. D'accord. Eh bien, écoutez, merci Nisha pour cette précision. Et je me retourne maintenant vers Frédéric. Donc, Frédéric Bardot, vous êtes le président et cofondateur de Simplon. Alors, je vais vous laisser, Frédéric, vous présenter et parler de votre parcours en 2-3 minutes, votre parcours personnel. Et après, je reprendrai la main pour ouvrir véritablement la table ronde. Donc, Frédéric, c'est à vous. Merci beaucoup, bonjour à toutes, ravi d'être en minorité dans ce panel, c'est du bien. Donc, juste quelques mots rapidement, donc j'ai 47 ans, 5 enfants et j'ai commencé, on va dire, à m'intéresser à des choses un peu professionnelles en faisant de la sociologie et j'ai travaillé sur la reproduction des élites dans les grandes écoles. J'ai commencé à toucher au sujet des inégalités et puis des biais dans l'éducation. Après, j'ai rejoint un boys club encore pire que celui du numérique puisque j'ai été militaire. Effectivement, c'est un monde assez masculin où j'ai pu voir la limite qu'il pouvait y avoir 90% d'hommes pour gérer une grosse organisation. Et après, j'ai rencontré effectivement Internet et comme même différemment, parce que moi, je ne code pas, un geek, voilà, un passionné de technologie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment Internet donne pouvoir aux gens. J'ai fait ça dans une première partie de carrière, plutôt en aidant des ONG à utiliser Internet pour mieux se faire connaître et alimenter leur combat. En 2011, j'ai publié un livre, le premier qui a été publié en français sur Anonymous. Et là, j'ai plongé dans le monde des hackers. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, être un hacker, c'était avoir des pouvoirs magiques, mais que c'était un monde très masculin, voire assez macho, en tout cas. Et puis, depuis 2013, ce qui m'occupe, voilà, c'est effectivement l'école Simplon, des choses à des gens extraordinaires comme Nisha et à plein d'autres. Donc, voilà, les questions de genre sont dans l'ADN de Simplon depuis le début. On est à 43% de femmes et chaque pourcent est une bataille pour le gagner, Sophie le sait. Et donc, on ne fait pas les malins parce que là, on est à 43, mais voilà, ça pourrait très bien changer. On essaie d'augmenter, mais voilà. Ouais, merci de m'avoir invité. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation, l'invitation du laboratoire de l'égalité.
Nous sommes très honorés, très heureux et très honorés de vous recevoir. Alors, on a bien compris en vous écoutant que vos écoles et vos parcours de vie respectifs étaient très engagés pour défendre une EA plus égalitaire entre les femmes et les hommes, dont vous étiez tous les trois les fervents défenseurs. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous partager par rapport à votre expertise, à vos retours d'expérience, les actions que vous menez? Est-ce que vous avez des chiffres, des résultats ou pas? Et qu'est-ce que vous avez envie de nous partager? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Donc, voilà. Sophie, est-ce que vous souhaitez ouvrir la voie? Pas nécessairement, mais je peux le faire, il n'y a pas de souci. Je vais malgré tout enlever un peu mon masque, ce sera peut-être plus sympathique. Voilà, quand je suis arrivée à 42, il faut savoir que donc 42, très rapidement, c'est une formation qui est entièrement gratuite, qui est sans condition de diplôme. Et quand je suis arrivée, elle était avec condition d'âge, puisque c'était jusqu'à 30 ans uniquement. Et c'est d'ailleurs l'amitié une des raisons pour lesquelles on a décidé de faire sauter la limite d'âge, puisqu'il y avait un réservoir en fait finalement important de femmes sur la tranche 30-40 qui a permis d'augmenter aussi la moyenne d'âge à 42. Et de ce fait, il y avait déjà un très bon terreau à 42 d'ouverture, puisqu'il n'y a pas de frein sur des histoires financières ou des histoires de diplôme. Malgré tout, on était à un niveau, quand 42 a été créé en 2013, il y avait à peu près 7% de femmes. Vous voyez à quel point c'est faible. Alors, je ne sais pas s'il faut revenir lors de ces échanges sur la situation ou l'histoire aussi des femmes dans l'informatique, qui n'est peut-être pas du tout celle qu'on imagine, parce qu'on voit toujours une photo à l'heure d'aujourd'hui et on se dit, du coup, il y a très peu de femmes, mais ce n'a pas du tout toujours été le cas. Donc, tout le titre, il y avait 7% de femmes. Quand je suis arrivée, il y avait beaucoup d'efforts qui avaient été faits. On était à 14% de femmes, ce qui était déjà une situation assez bonne. C'est horrible à dire, mais par rapport aux écoles, on va dire, type ingénieur informatique. Et puis, avec de nombreux efforts, donc si vous voulez, je reviendrai sur tout ce qui a été mis en place. L'année d'après, on a fait 21%, puis ensuite 26%. Et cette année, sur le début de l'année, on a été 46%. On a fait une rentrée avec 46% de femmes. Il faut matiner ce résultat du fait qu'on a beaucoup moins de personnes aussi. On a habituellement à peu près 1000 personnes qui rentrent dans la formation à 42. Et là, en fait, on est sur une session de 200 personnes. Donc, évidemment, plus vous réduisez les volumes, plus c'est facile. Je veux dire, il ne faut pas trop s'enorgueillir et se dire, ça y est, c'est gagné, c'est super. C'est loin. Sophie, on a un petit problème technique. Problème Sophie, électrique. Ça y est. Je ne sais pas si vous m'avez récupéré. Ouais, problème électrique, voilà. Désolée. Hop, et puis je suis là maintenant. Ok, super. Au moins, c'est revenu rapidement. J'ai débranché avec mon pied la prise électrique. Je suis désolée. Bref, donc voilà, si vous voulez, on parlera plus tard de tout ce qui nous a permis d'arriver à cette situation et de tout ce qui fait que, évidemment, ça permet de changer la donne au niveau de 42. Et bien évidemment, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir que les filles se dirigent de manière plus naturelle, on va dire, vers les spécialités en intelligence artificielle. Puisqu'à 42, vous avez un tronc commun où vous voyez tout ce que vous pouvez apprendre en informatique, algorithmie, programmation orientée objet, et puis ensuite réseau et projet web. Et puis ensuite, vous vous dirigez vers des spécialités. C'est vrai que les femmes ont une forte tendance à se diriger vers l'intelligence artificielle. À relier fort probablement avec l'envie due à l'éducation de se diriger vers des spécialités dont on comprend, dont on pressent l'implication, la réalisation concrète pour pouvoir changer les choses. Voilà, je laisse comme il fallait que je reprenne la main si vous voulez pour vous expliquer tout ce qu'on a mis en place pour arriver à ce résultat-là. D'accord. Frédéric, Nisha, lequel d'entre vous veut prendre la main? Nisha, je pense que c'est bien d'avoir un témoignage d'une apprenante. Ouais. Nisha. Alors, de mon côté, je ne sais pas trop quoi aborder, à part le fait que le fait d'avoir rejoint cette formation et d'avoir vu justement qu'il y avait une minorité de femmes dans le numérique, moi de mon côté, ça m'a encouragée justement d'aller à l'encontre des femmes, de leur expliquer que l'informatique n'est pas forcément pour les hommes, que c'est pas un univers masculin, que c'est abordable, que ce n'est pas que des mathématiques comme on le dit souvent.
Et moi, aujourd'hui, en faisant de l'informatique, j'ai compris que c'était la place des femmes est extrêmement importante parce que c'est grâce à l'apport des expériences et des cultures diverses et variées qu'on va construire des algorithmes dits inclusifs, représentatifs de l'ensemble des individus et des situations. Donc voilà, moi, dès que c'est possible, j'en parle et j'en parle et bon, il faut sensibiliser très tôt. Donc, parler aux femmes, parler aux enfants, à l'école. Voilà. Vous êtes ambassadrice. Un peu. Très Voilà. bien. Merci Nisha. Frédéric, à vous. Oui, même dans le même contexte que Sophie, effectivement, il faut rappeler tout le temps que l'informatique a largement été créée par des femmes et avec des femmes, qu'il y avait plus de femmes dans l'informatique dans les années 60, 70, 80 que maintenant. Et re-rappeler ça, et c'est ce que vient de dire Nisha, c'est 100 fois sur le métier, il faut remettre l'ouvrage le plus tôt possible dans le parcours des jeunes filles. Hein. C'est vrai que c'est pour ça que le milieu scolaire et l'introduction du code à l'école du temps de Vallaud-Belkacem était une bonne nouvelle, parce que on peut dire que voilà, il y a de l'algorithme, il y a du Python, il y a du Scratch, voilà, du CP à la 5e, et que quand on est en CP, il y a autant de femmes que d'hommes dans les classes, voire un petit peu plus de femmes. Et donc, c'est des parfaits moments pour pouvoir lutter contre les stéréotypes et attirer. Donc, avec Simplon et aussi 42, on fait des choses en milieu scolaire, on fait des ateliers de code, des choses comme ça. Donc, ça commence là. Et puis après, c'est comme le dit Sophie, en tant qu'organisme de formation, il faut communiquer, il faut aller chercher les jeunes filles, les femmes, il faut se remettre en cause, il faut changer sa communication, il faut former ses formateurs et ses formatrices. C'est très, très compliqué de le faire, hein, parce que déjà, c'est difficile de trouver des formateurs et des formatrices. Mais en plus, voilà, il faut voilà, faire de la pédagogie avec eux et combattre leurs propres stéréotypes, hein, parce que parfois, c'est assez inconscient, hein, comme tous les biais. Et donc, moi, je prends toujours cet exemple. On a des formateurs, et on a encore des formateurs chez Simplon, alors qu'on fait pour essayer d'éviter ce genre de comportement. Un garçon qui est en difficulté, accroche-toi, tu vas y arriver. Et à une jeune fille, demande au mec qui est à côté de toi et il va t'aider. Donc non, ça c'est pas possible. Donc, il y a tout ce boulot-là, et puis après, il faut dégenrer, ça, il faut en parler tout le temps. Il ne faut pas que ce soit l'éléphant dans la pièce, comme souvent dans le numérique, mais il faut en parler ouvertement. Et après, j'y reviendrai peut-être, mais on a été obligé de faire des choses, qu'il a évoquées, non mixtes ou ultra majoritairement féminines, parce que la non-mixité, ça fait polémique, hein, dans les milieux qui aiment bien les polémiques, mais en fait, c'est les quotas, la masse critique, le fait de laisser les femmes principalement entre elles pour que la parole se libère, c'est un levier très très important pour lutter contre les sexismes dans la tech et pour attirer des femmes. D'abord faire un safe space, et puis après, effectivement, on peut faire de la mixité, mais c'est de faire de faire l'un sans l'autre. Oui, alors c'est vrai, pour rebondir sur ce que dit Frédéric, c'est que c'est quand même assez dingue d'avoir comme argument premier de la plupart des femmes, elles vous disent juste l'informatique, c'est pas fait pour moi. C'est fou, hein, c'est vraiment, et je vois, on fait le même boulot avec Frédéric, il faut aller chercher les femmes et leur montrer et lever le voile et leur dire qu'est-ce que c'est, comment on va le faire, leur montrer des personnes qui font de l'informatique, quels sont les métiers, quel que va être l'impact, etc. Mais ce qui est terrible et un peu triste, c'est de s'apercevoir que les stéréotypes ont la vie tellement dure, la dent tellement dure, que finalement, en fait, les personnes se disent qu'elles ont décidé et choisi que ça n'était pas fait pour elles, sans prendre conscience du fait que, ben non, en fait, c'est une éducation extrêmement socio-genrée, socio-sexuée, qui fait que, on s'imagine que les filles ont certains métiers qui seront plus leur apanage et que l'informatique, l'abstraction, la logique et tout ce genre de choses est plutôt l'apanage des garçons. Il y avait eu un témoignage assez émouvant d'une des actrices des Femmes de l'ombre. Vous savez, le film sur... Oui. Et où elle disait les larmes aux yeux, je n'avais jamais pensé que je pouvais incarner une scientifique. Tellement pour elle, c'était même pas, c'est même pas un rêve, c'est que elle rêvait de pouvoir faire ça. Ça se dit, c'est pas envisageable. Moi, je voulais savoir, Nisha, ce que tu faisais avant. Moi, j'adore moi, je trouve que la meilleure chose, Frédéric a raison, les meilleures choses, c'est des gens qui ont fait, par quoi ils sont passés et comment ils ont. C'est vachement intéressant, ça, de comprendre quels sont les éléments qui permettent d'amener. Eh bien, moi, Sophie, j'ai commencé par des études en biologie. Donc, en biologie, à Diderot,
parce que j'adore les sciences. J'ai fait un baccalauréat scientifique en SVT, donc je me suis dirigée naturellement vers des études en biologie. D'ailleurs, il y avait 90% de femmes, hein, il y avait très peu d'hommes. C'était des profs qui m'avaient conseillé la biologie, sauf que ça se passait bien, mais je me suis rendu compte qu'à un moment, il y avait des limites parce que voilà, moi, pour des raisons éthiques, j'ai dû quitter. Je suis une grande amoureuse des animaux et en biologie, voilà, c'est un peu compliqué de se lever et de venir faire des travaux pratiques sur des animaux et tout ça. J'ai dû quitter. Et en même temps, en biologie, je faisais aussi des études, je faisais aussi de l'informatique. Il y avait une matière en informatique et j'avais pris ça. Je me suis dit, bien, tiens, c'est intéressant, l'informatique. Je vais en faire parce que j'ai Mais du énormément coup, dans ma pardon, famille. pardon de t'interrompre, du coup, tu n'avais jamais été mis en contact avec l'informatique avant ça? Tu n'avais jamais eu Jamais, ouais, c'est ça. jamais. Quand j'étais en S, et il y avait, tu sais, il y a S classique, SVT, mathématiques, physique, et puis SI. C'était les garçons qui étaient en SI qui partaient directement vers des études en informatique. On leur parlait, jamais on m'en avait parlé de l'informatique. C'était pour moi informatique, école d'ingénieur. C'était vraiment, tiens, c'était pour les personnes qui avaient fait plutôt une filière SI et donc où il y avait justement énormément de garçons. Et donc voilà, moi j'avais pris cette option-là informatique parce que moi je voulais découvrir et ça m'avait beaucoup plu. Puis après, j'ai fait une licence en sciences de l'éducation parce que je voulais être professeur et j'ai fini, j'ai fait cette licence qui était très très intéressante. J'ai été un professeur des écoles, un très court moment, une année je crois. Là j'ai pu voir que l'éducation, voilà, comment dire, que c'était très, il y avait énormément de choses très fixes en fait et que les élèves n'avaient pas forcément tous les moyens pour réussir, qu'on leur donnait pas tous les moyens pour réussir. Et comme ça, en réfléchissant, je me suis dit, peut-être pourquoi ne pas faire autre chose, pourquoi ne pas aller vers l'informatique et justement voir si c'est possible d'allier informatique, éducation, proposer en fait, donner tous les outils aux enfants pour qu'ils puissent saisir en fait, de prendre, enfin leur donner tous les moyens pour réussir. Et puis voilà, je suis passée par l'informatique et aujourd'hui voilà, je suis dans l'informatique. Dès que possible, j'ai vu que j'étais dans une école, j'y vais. Je parle aux enfants d'informatique, aux jeunes filles surtout, et leur expliquer ce que je fais. Et elles sont, en fait, comme vous l'avez très bien dit, en fait, c'est la connaissance qui manque, en fait, l'expérience. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans le métier? Parce que dès qu'on parle, les filles, elles sont c'est génial, c'est super intéressant, donc c'est possible de le faire, quoi. C'est pas quelque chose de compliqué ou réservé pour un public masculin. Et donc, c'est ça qui leur manque et il faut en parler, sensibiliser très tôt, vraiment très tôt, le faire très très tôt. Bien sûr. Et alors, vers quel âge? Par exemple, quand vous dites que vous sensibilisez, vous allez dans les écoles, vous rencontrez des jeunes filles ou de quel âge? Quelle classe? L'école élémentaire, pas en CP, je vais plutôt vers CE2, CM1, CM2. Les enfants sont beaucoup plus... sont très intéressés et puis ils comprennent beaucoup mieux quand on leur explique des choses. C'est vraiment très concret, hein, très concret leur dire tiens, on fait ci, on fait ça. Alors qu'en CP, ils n'ont pas encore cette projection, ils ne se projettent pas. Hein, c'est forcément des métiers comme astronaute, archéologue, tout ça. Mais fin élémentaire, là, vraiment, les enfants sont super intéressés, forcément parce qu'ils vont passer au collège. Et donc là, en fait, voilà, ils sont, je pense que à cet âge-là, on peut leur en parler, et leur dire, voilà, comment c'est, quoi, concrètement. Et vous faites ça Ouais, Hélène, il y a un Oui. moment clé dans l'orientation, hein, qui est la classe de seconde, où là, effectivement, toutes les études, que c'est vraiment à ce moment-là qu'en fait, le truc pivote et qu'il y a un espèce de pas de doigt, là, et que, en fait, voilà, les garçons plutôt vers les trucs un peu scientifiques, comme je sais pas, plus dur ou je sais pas quoi. Et là, les jeunes filles se disent, voilà, comme on dit à Michel, t'as qu'à faire de la ce sera bien pour toi. C'est cool la biologie pour les filles. C'est ça, c'est ce qu'on m'avait dit hein. En terminale. Tiens, t'es hyper fort dans les matières scientifiques. J'étais vraiment forte aussi en maths, hein. En maths, physique, chimie, SVT, dans les 3 matières. Mais on m'avait dit, va en biologie.
Rappelez-vous Et la j'ai jeune fait. fille de la Web Academy, tu sais, qui voulait faire de l'informatique et on lui a dit bah, super, c'est secrétariat. C'est extraordinaire quand même. C'est incroyable. Ouais. Mais et alors du coup, bon, alors moi j'entends bien que la seconde, c'est le moment charnière où il y a l'éducation, mais enfin où il y a l'orientation, pardon. Mais est-ce que justement on n'a pas un rôle de sensibilisation avant pour que dès le, voilà, ok la primaire, mais le collège me paraît aussi vachement important. Et alors là, est-ce que on n'aurait pas est-ce que vous auriez des suggestions pour casser les stéréotypes, y compris dans le public adulte qui nous écoute, les parents, pour Alors, dire qu'est-ce qu'on fait pour que nos filles rejoignent les filières scientifiques, les STEM, etc. là, je pense que Frédéric, il a raison. Il y a vraiment le moment de la seconde et le moment vraiment crucial. Mais en fait, il y a plusieurs moments cruciaux avec le climax qui sera au-dessus de la seconde. À noter juste que la situation actuelle présage d'un très, très mauvais futur. Il faut que vous sachiez que 0,94% des jeunes filles ont choisi NSI. Donc, NSI, c'est la spécialité informatique. Et elle représente 2,97% des effectifs. C'est pire que tout. C'est-à-dire que là, ça va être quand même très, très compliqué sur les années à venir en formation initiale. Alors, en plus, je ne sais pas, Frédéric, combien tu as, mais nous, par exemple, sur la féminisation des effectifs, on est beaucoup passé par Pôle emploi, on a beaucoup de femmes qui sont en reconversion professionnelle. Donc sur cette population, sur ce public-là, on a réussi, on arrive à tirer. Mais alors sur la population des jeunes filles 18 ans, c'est très 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 difficile. C'est vraiment très compliqué. Et comme on voit que l'école, du coup, finalement, ça a été contre-productif, même si l'idée de mettre l'informatique à l'école était une très bonne chose, mais de le mettre en choix de spécialité en première, c'est catastrophique parce que ça n'est pas accompagné. Donc, Frédéric avait raison, il y a la seconde, mais il y a beaucoup d'étapes auparavant. Alors, nous, très concrètement, à 42, on a noué un partenariat avec l'Éducation nationale. Je vous le donne en petite primeur, on le signe le 23 juin, où on va mener une expérimentation auprès du cycle 3. Donc, c'est CM1, CM2, 6e, pour mettre l'apprentissage du code, mais pas que du code à l'école, avoir l'apprentissage du code, de la littératie numérique, de comment aller chercher de l'information, la vérifier, etc. Et ça, avec une méthode pédagogique qui est une méthode pédagogique type 42, mais adaptée à l'éducation nationale. Cette méthode pédagogique permet, elle induit, alors bon, on n'en a pas parlé, c'est une méthode pédagogique basée sur peer learning, c'est-à-dire on travaille ensemble, on se corrige ensemble. Et ben, cette méthode pédagogique, elle induit le fait aussi de comprendre que l'autre, dans sa différence, est une richesse et qu'il a aussi des choses à apporter. Donc, ça permet aussi de débiaiser l'inégalité. On est accompagné par Isabelle Collet, que vous connaissez, j'imagine, tous, aussi pour accompagner évidemment les maîtres d'école dans une éducation non genrée et comment accompagner et animer en fait la classe en faisant très attention justement à toute cette partie-là. C'est à partir de quel âge? C'est pour les CM1, CM2, 6e. Donc on commence par les CM1 en septembre 2021 et puis l'année d'après on fera CM2 et puis 6e. Bravo, bravo, félicitations. Merci. À 42. Merci beaucoup. On espère que ça va fonctionner, que ça va faire changer les choses. Et puis, c'est un petit peu mettre le petit verre dans le fruit, voilà, pour non seulement mettre de l'informatique, mais aussi d'autres méthodes d'apprentissage à l'école. Oui, donc, le fait de s'intéresser effectivement au milieu scolaire, moi, Michel l'a dit, puisqu'elle est rôle modèle, donc ça, des rôles modèles, ça permet aux gens de se projeter, donc ça, c'est bien aussi de faire parler les femmes qui sont dans la tech et de leur faire parler de leur parcours, des difficultés qu'elles ont pu rencontrer. Après, souvent, un argument aussi, on en a parlé, hein, de refaire l'histoire aussi de l'informatique. C'est toujours bien de refaire l'histoire et de rappeler que le premier algorithme de l'histoire du monde a été fait par une femme et que le compilateur, certains langages de programmation ont été inventés par des femmes. Donc, c'est bien. Et moi, j'ai un autre argument aussi qui est l'argument culturel et international. Donc là, moi, je prends souvent l'exemple effectivement de dire que les problèmes qu'on se pose avec Sophie, avec nos 30%, 40%, en fait, il y a des endroits où ça n'a même pas un problème que si vous allez en Inde, en Chine, au Maroc ou dans certains pays, en Turquie ou en Côte d'Ivoire, en fait, il y a beaucoup plus de femmes qui de ces carrières-là. Pourquoi? Exactement pour la raison inverse, qu'elles ne le font pas chez nous. C'est-à-dire que dès le plus jeune âge, les parents, les orienteurs, tout le monde leur parle de ces métiers en disant que c'est des métiers propres, sûrs, bien payés, qui permettent d'être libre, de travailler d'où on veut. Et donc, en fait, voilà, quand on fait la promotion de ces choses-là, effectivement, ça fonctionne. On fait la dépromotion des choses.
Donc voilà, l'argument culturel aussi est de dire que c'est différent selon les pays. Je pense que ça marque aussi les esprits et on sait très bien que, voilà, on prend l'exemple de l'Inde, mais il y a plein d'autres pays et voilà, c'est un bon argument aussi. On a une personne qui réagit dans le chat, pardon, et qui pose la question, ne convient-il pas de créer des projets transdisciplinaires pour faire comprendre aux filles qu'elles ont des capacités et des appétences pour l'informatique et les sciences? Qu'est-ce que vous en pensez? Le transdisciplinaire, c'est toujours intéressant pédagogiquement. Je pense que tu diras pas mal de choses là-dessus, parce que les 42, je pense que vous faites pas mal d'approches transdisciplinaires. Nous, on est, comme on est sur du niveau bac+2, bac+3, on est plus dans des logiques de métier. Donc, on n'a pas effectivement ce côté un peu polytechnique qu'à 42, mais quelqu'un qui rentre en formation, comme la Comicha, voilà, elle fait du développement et de l'IA et de la data. Je crois qu'il y a eu aussi des cours d'éthique, il y a des choses aussi sur l'employabilité, sur la gestion de projet, etc. Mais c'est vrai que le transdisciplinaire, c'est bien, mais sauf si c'est une manière de ne pas parler de ce que c'est que la technologie et le code et la data et l'IA. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour qu'on se dise «Ah, bah, les filles, ce sera peut-être trop dur pour elles d'entendre parler de code». Non, il ne faut pas. Par le transdisciplinaire, c'est trop bien pédagogiquement, mais après, il ne faut pas, voilà, faut pas éluder la question, hein, parce que quand je vois la passion que les femmes peuvent avoir pour la technologie, enfin, je me dis, bah, autant rentrer directement dans les deux. Et comment est-ce qu'on donne confiance aux filles? Comment on les attire dans la tech? Alors après, il y a aussi les attirer, mais les retenir, mais ça, c'est un autre débat. Mais comment est-ce qu'on donne confiance? Quel rôle les parents peuvent-ils avoir quand on explique justement que dans les métiers, comment leur expliquer que les métiers du care sont des métiers qui sont certes fabuleux, mais plutôt sous-payés? Et comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que on donne l'envie aux petites filles ou aux jeunes filles de rejoindre la tech et les sciences, etc. Vaste programme. Juste pour revenir sur les métiers, je pense pas. Le problème, c'est d'avoir un peu une big picture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on touche un élément, ça touche les autres. C'est-à-dire dire aux jeunes filles, les métiers du care, c'est très mal payé, aller toutes vers l'informatique et vers des métiers très bien payés. Ce qu'il faudrait dans ce cas-là, c'est revaloriser plutôt les métiers du care et faire en sorte que les hommes s'intéressent aussi, comme certains peuvent le faire, aux métiers du care. C'est plus un équilibre qu'il faudrait essayer de trouver plutôt que. Voilà. Bon, malheureusement, là, c'est des problématiques politiques. Sur l'engagement des femmes, bon, je ne pense pas qu'on ait temps pour faire toutes les mesures qui ont été faites à 42. Très, très, très rapidement, il y avait le fait d'avoir un lieu qui soit respectueux, dans lequel on soit sûr de ne pas rencontrer de sexisme. Mais pour ça, c'est à l'établissement, à l'organisation de s'assurer et de mettre derrière que ce ne soit pas que des belles paroles, qu'il y ait des process, qu'il y ait des sanctions pour que les femmes se sentent dans un milieu totalement épanouissant et en toute sérénité. Changer l'image en interne, en externe, c'est-à-dire montrer avoir des femmes, faire venir des femmes sur des sujets techniques, montrer avoir des femmes dans toutes les parties communication, travailler en commun accord, avoir un écosystème, il ne faut pas travailler seul. Donc là, en l'occurrence, avec des associations, avec UFI Social Builder, avec Pôle emploi. Et puis, le dernier point, il faut avoir des actions mécaniques, c'est-à-dire ce qu'on appelle des quotas. Alors, vous pouvez trouver plein de noms différents, mais c'est quand même ce qui fonctionne de manière la plus efficace. Surtout que on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont induites par le fait d'être en minorité. Donc, si à un moment vous faites un appel d'air et que vous avez un effet de quota et que vous êtes en majorité, ben, il y a tout simplement plein de mécanismes, plein de comportements qui vont de manière induite être changés. Alors, c'est vrai que c'est à manipuler avec précaution parce que les quotas, c'est comme je dis souvent, c'est un peu un gâchis du présent, mais pour un meilleur futur. Et il faut savoir tous, à titre individuel, supporter en effet cette difficulté pour pouvoir préparer l'avenir et pour qu'il soit meilleur pour nos petites filles. Donc oui, il faut des systèmes qui s'apparentent à des systèmes de quotas. Alors, vas-y Frédéric. Non, plutôt j'allais interpeller Nisha pour savoir ce qu'elle en pense et qu'est-ce qui t'a fait passer le déclic? Moi, il y a des rencontres, mais est-ce que c'est, je sais pas, des communications qui te parlaient plus à toi? Ben, alors, sincèrement, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ce que tu as dit quand tu as dit que c'était culturel. Venant d'une famille indienne, j'ai énormément d'informaticiens dans ma famille. Et mes parents m'ont toujours dit, voilà, le milieu de la tech, les salaires se révèlent les plus compétitifs, et c'est une véritable opportunité d'émancipation sociale et économique. Ils m'ont clairement dit ça, hein, et j'avais énormément de personnes qui m'entouraient, qui me disaient, ben, l'informatique c'est très bien, et
Et puis voilà, ça m'a beaucoup encouragée. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi ne pas se lancer? Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup de filles. J'ai des copines qui n'ont pas connu ça, en fait. Et quand je leur en parle, ben, on leur a pas dit que l'informatique, c'était comme ça, en fait. Au contraire, c'était, tiens, plus accessible pour les garçons. Et puis voilà, aussi, je rejoins le fait de dire aussi qu'il faut montrer concrètement, donner envie aux filles, c'est aussi leur montrer concrètement. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand je vais à l'école, je fais des jeux ludiques de code avec les enfants. Et c'est impressionnant de voir comme les petites filles qui sont ravies et qui se disent mais c'est amusant, c'est super amusant de faire du code, en fait. Il faudrait que j'en fasse. Et quand elles rentrent à la maison, et puis elles demandent à faire encore plus de jeux et à coder, en fait. Et puis voilà, je pense qu'il y a aussi un aspect culturel, avoir ce discours, en fait, montrer que voilà, l'informatique, c'est clairement pas voilà, réservé pour un public particulier, et montrer aussi que c'est un milieu, voilà, c'est possible d'évoluer, et puis c'est un aspect, voilà, comme j'ai dit, économique, quoi, une opportunité d'émancipation sociale et économique. Il faut aussi surtout déconstruire l'image du geek qu'on a tous, plutôt masculin, plutôt devant ses ordis avec, comme dirait Muriel, son popcorn et ses pizzas. Et aussi reféminiser l'image du geek qui est trop souvent attachée à c'est un garçon et non pas ça pourrait être une fille, comme pour les hackers ou autres. Ouais, complètement. La représentation, de toute façon, elle est clé, hein. On a des images dans la tête, le cerveau fonctionne comme ça, hein. C'est cognitif, on fait des images, on se fait des représentations quand elles sont fausses. C'est un peu comme quand les datas sont biaisées et qu'on fait travailler des algos dessus, quoi. Si la data est pas bonne, bah, justement, ça va pas le faire. Donc, changer les datas qu'on a dans la tête sur les métiers. Pareil, on parle de code, on parle d'IA, mais il y en a, je sais pas, 200 des métiers différents dans le numérique. Il y a de la place pour tout le monde. Il y en a qui sont plus en contact avec le client, d'autres avec je sais pas, l'éditorial. Enfin, il y a plein de choses. Puis il y a vraiment l'embarras du choix. On peut appeler le labo de l'égalité, mais c'est vrai qu'on a envie de se dire c'est le labo de la liberté aussi. Et on ouvre le champ des possibles bah, pour l'émancipation, hein, c'est un pouvoir d'émancipation très, très fort. L'éducation avait ça, c'est un petit peu moins, même si on ne cherche pas à bouler sur l'éducation nationale, hein, c'est plutôt des partenaires aussi. Mais l'ascenseur social avec le numérique, c'est clair, quoi. Il y a tellement de besoins, ça permet vraiment de faire des choses. Je profite de l'occasion, Sophie, tout à l'heure, tu as mentionné le mot politique. Et en fait, ce qui nous amène à, je voudrais vous poser à tous les trois une question. Horizon 2022, c'est-à-dire l'année prochaine, on va avoir nos élections présidentielles. Et qu'est-ce que vous auriez envie de demander ou de dire s'il y a une mesure phare à mettre en place pour favoriser une IA plus égalitaire entre les femmes et les hommes, s'il y a une chose à faire, qu'est-ce que vous feriez? Ouais, je pense qu'on a un peu les mêmes idées, mais moi, c'est plutôt une mesure à long terme. C'est tout simplement l'éducation, en fait, hein. C'est de mettre le code tôt à l'école et de manière non genrée. Mais tout ça, ça implique aussi de savoir former les encadrants, les professeurs à une éducation non genrée, ce qui n'est pas rien. Et comme autre mesure, c'est marrant parce que c'est souvent les parents qui sont les prescripteurs quand même de leurs enfants. Ce sont souvent les parents qui ont peur que leur jeune fille aille dans une filière où il y a peu de femmes, où ils sont inquiets. Donc peut-être aussi une action de l'éducation nationale qui peut alerter les parents en leur indiquant ayez confiance, envoyez vos filles dans ces filières parce que ce sont des filières d'avenir. Elles vont avoir des métiers bien payés, intéressants, pérennes. Elles pourront travailler dans le monde entier et des métiers où on s'éclate et on est autonome, on peut lancer son activité. Voilà. Donc, rassurer les parents sur la féminisation des lieux d'enseignement. Mettre le code à l'école, et pas que le code, l'informatique comme une matière à part entière à l'école, et tôt.
permettrait, parce qu'au-delà de la mixité, on sait très bien qu'il y a aussi une problématique de diversité et d'accès aussi à ces compétences. Pour être un citoyen en pleine capacité d'exercer sa citoyenneté, il faut avoir un minimum de bagage informatique. Donc, ça concerne finalement tout le monde. Donc, l'informatique est une compétence qu'on doit mettre impérativement à l'école et suffisamment tôt. Merci Sophie. Frédéric ou Nisha? Tu veux y aller? Ça me gère Oui, pas. un peu comme Sophie, exactement. Je rejoins Sophie sur le fait qu'il faut introduire l'informatique très tôt à l'école. Sensibiliser les parents. Et je pense que dans cette matière-là, il faut aussi aborder l'éthique, parce que voilà, une véritable valorisation de l'IA n'est possible que si on trouve des femmes parmi les professionnels. Et comme on l'a dit aussi, pour éviter des IA biaisés par des préjugés et des stéréotypes profondément ancrés dans l'inconscient collectif et qui peuvent avoir des conséquences néfastes dans notre société. Et donc voilà, il faut aussi mettre un point d'honneur sur le côté éthique de l'informatique pour une IA plus humaine et donc plus égalitaire. Merci Nisha. Je vais peut-être vous surprendre. Je vais reprendre une des propositions de Sophie parce qu'on est hyper raccord là-dessus. C'est la régulation par les quotas. Je pense que ça, on peut faire tout ce qu'on veut, mais je veux dire, pourquoi il y a des femmes un peu plus en politique et dans les conseils d'administration? Parce qu'on l'a régulé et parce qu'on l'a obligé. Donc, je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Le futur président de la République, malheureusement, on ne peut même pas espérer qu'un jour ce soit une femme, devra prendre ce genre de mesures pour moi. Et après, là, je vais faire un peu de pirouette, mais on vit dans une société qui est patriarcale et qui ne laisse pas de place aux femmes, quel que soit le lieu du pouvoir. J'ai envie de dire, ce n'est pas un problème de numérique, c'est un problème global. Plus vous arrivez à des lieux de pouvoir, plus il y a de l'enjeu, moins il y a de femmes. Et donc, en fait, cette société-là, c'est celle-là qu'il faut mettre par terre. Et après, les IA, elles sont non-genrées, mais on ne peut pas juste travailler sur la question du numérique et des IA sans que la société bouge sur ces questions-là. Donc, il se passe des choses en ce moment. Pour l'instant, ça communique beaucoup. Il y a du tout, du machin, du truc. Mais je crois qu'on a un travail de fond à faire et que le numérique, c'est en fait le reflet de la société. Donc, un numérique qu'on mérite, quoi. On est une société patriarcale, donc on a un numérique biaisé, quoi. Oui, tout à fait. Société patriarcale, tout à fait. On est bien d'accord. Ouais, malheureusement, les changements des mentalités prennent beaucoup plus de temps que de juste changer techniquement un algorithme qui est biaisé. Et ça, c'est sûr que pour faire bouger les lignes, il nous faudra plus de temps, malheureusement. Mais bon, on y travaille, on y travaille. Je m'aperçois qu'il y a également une question dans le chat. Justement, on va pouvoir passer, il nous reste quelques minutes. Quelqu'un demande quelles sont les applications concrètes, notamment sur le plan sociétal, pour générer des vocations. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Sophie en a parlé, elle a raison, on constate exactement la même chose. Les filières comme l'intelligence artificielle, en fait, génèrent un peu naturellement plus de candidatures féminines. Que quand vous, c'est vrai pour les entreprises qui veulent recruter, si vous mettez développeurs Python, je pense que vous aurez moins de candidats que si vous mettez, je sais pas, ingénieur data ou développeur en intelligence artificielle, parce qu'il y a des cas d'usage, on sent que ça va servir à quelque chose et que la technique n'est pas là juste pour la technique. On a des contre-exemples avec certains métiers, que Sophie pourra confirmer ou pas, mais la cybersécurité, c'est une catastrophe pour les femmes parce que c'est encore un métier où là, il y a des imaginaires de hackers, de machins qui sont machos. Donc oui, c'est bien de tourner sur les applications, de dire que la technique sert à quelque chose, c'est pas une fin en soi. Après, comme tout à l'heure, je dirais, c'est pas parce qu'on veut attirer des femmes qu'il faut leur dire oui, ça va sauver le monde, c'est génial. On rajoute pas du care dans le numérique non plus, mais tous les moyens sont bons. On va essayer et je pense que les cas d'usage, c'est une manière d'attirer des gens qui ne sont pas là que pour la technique. C'est souvent le cas des femmes. Donc aussi travailler sur le wording. Ça, sur le wording, l'attraction des différents métiers que vous avez mentionnés tout à l'heure, tous, qu'il y a de la place pour tout le monde dans le numérique. Il y a plus de 100 métiers disponibles, entre guillemets. Donc, on sait tous que le numérique représente une énorme source d'opportunités pour les femmes pour les années futures.
Donc, oui, effectivement, il y a des choses à faire. En tout cas, merci infiniment à tous les trois. Merci pour votre témoignage à cette table ronde de l'IA égalitaire organisée par le Laboratoire de l'égalité. C'était absolument passionnant. Merci de ces échanges. On est exactement dans les temps. Quelqu'un rajoute, c'est plus pour donner du sens en général. Bon, ok. Voilà, donc voilà, 14 heures, c'est parfait. Merci à vous. On vous souhaite une belle après-midi. On vous souhaite à toutes et à tous une belle après-midi également. Rejoignez-nous la semaine prochaine. Nous recevrons les médias, donc le thème de l'IA développé par les médias, ce qui risque aussi d'être tout à fait intéressant et inspirant. En tout cas, merci à vous trois. C'était passionnant de vous entendre et on vous Merci souhaite beaucoup. Passez une une belle très bonne journée. après-midi. Merci. Merci. Salut Merci à Nicolas, tous. salut Fred. Au Au revoir revoir. Hélène. Au revoir, à Au bientôt. revoir. Salut, Micha. À bientôt.